Là, c'est le ministre de la Culture qui est devant un squelette qui me semble être celui de Lucie. Lucie, c'est le premier vestige d'hominidé, c'est-à-dire un peu le représentant le plus ancien de l'espèce humaine, qui a été découvert, ce représentant, en Afrique de l'Est, dans ce qu'on appelle les vallées de l'Olduvai. Et donc, Lucie, pourquoi on ne l'a pas appelé Kumba ou Penda? On l'a appelé Lucie parce que l'équipe archéologique qui a découvert ce fossile-là, parce que c'est un fossile quasiment complet, eh bien, cette équipe écoutait une chanson des Beatles à l'époque qui s'appelait Lucy Don't Fly in the Sky, et donc on lui a donné ce nom de Lucie. Donc c'est vraiment le représentant finalement des australopithèques, parce que Lucie c'était un australopithèque qu'après l'homme va évoluer, va être Homo habilis, Homo erectus, d'abord erectus avant, ensuite habilis, et ensuite il y aura toute la génération de Homo sapiens et Homo sapiens sapiens. Donc voilà un peu comment l'homme a évolué dans un continent africain. On dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Donc cette Afrique-là qu'on célèbre aujourd'hui à travers ce musée des civilisations noires, parce que les Noirs sont originaires d'Afrique, mais finalement c'est toute l'humanité qui est originaire d'Afrique. On pourrait mettre des heures à parler de l'évolution, comment finalement on a des mélanodermes, nous les Africains, les Noirs, il y a des locodermes, les Blancs, mais comment des modifications génétiques ont pu se faire à la suite de vastes mouvements migratoires qui ont amené les premiers habitants à sortir du continent, à franchir les détroits, les isthmes comme on dit, pour aller essaimer à travers le monde et peupler ce monde-là. Donc finalement, l'Afrique, berceau de l'humanité, même si au cours de l'histoire, on a tout fait pour déplacer ce berceau. On a même dit que c'était un berceau à roulettes. À roulettes, et le professeur Cheikh Anta Diop a fait un travail extrêmement remarquable dans ce sens-là. Exactement. Et le professeur Cheikh Anta Diop, on ne peut pas parler de musée des civilisations noires sans rappeler le grand souvenir du professeur Cheikh Anta Diop, dont j'ai vu un des fils tout à l'heure dans la salle. C'est le docteur Massamba Chachouk Diop. Que moi j'ai eu la chance de connaître au lycée Van Vollenhoven. Donc finalement, Cheikh Anta Diop s'est battu toute sa vie pour montrer l'antériorité des civilisations nègres. Ça c'est vrai. Et ensuite, il a écrit un autre ouvrage, je pense, sa thèse, Civilisation, Nation nègre, culture et civilisation culture sans S. Voilà, culture. Et ensuite, civilisation ou barbarie. Parce qu'en vérité, on parle de civilisation que beaucoup auraient du mal à définir tout de suite, mais dont la définition peut s'apparenter, une acception s'apparente à la culture. Mais dans tous les cas, lorsque Cheikh parle de civilisation ou barbarie, c'est que pendant très longtemps, on a opposé la civilisation à la barbarie. La notion de barbarie, c'est une notion grecque. À l'origine, les Grecs appelaient barbares tous ceux qui ne parlaient pas leur langue. Simplement. C'est par la suite que ça a pris une envergure et une autre signification, une autre acception, et ça donne ce que ça donne. Donc, à un moment, l'Europe qui se prenait pour le centre du monde, on parle d'européocentrisme, et ensuite mère des civilisations et des lumières et de la philosophie et de la science, a relégué pas seulement l'Afrique, mais tous les autres continents, y compris l'Amérique qui est quand même un continent extrêmement récent. C'est seulement en 1492. Le pays qui domine le monde aujourd'hui, il n'a été découvert qu'en 1492. Par Christophe Colomb. Même si Bamba, il y a des chercheurs africains, dont le professeur Diagne, qui disent, ils ont une théorie selon laquelle l'Amérique aurait été découverte avant 1492, bien avant l'arrivée de Christophe Colomb, par Bakary II, un souverain africain. Un souverain africain, ouais. Je pense que ça, ce sont les conclusions des travaux scientifiques. On le voit, Omar, le travail scientifique a joué un rôle extrêmement important dans l'évolution de l'histoire culturelle du monde. Cette démarche scientifique-là a beaucoup clarifié les choses. On parlait tout à l'heure de Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, qui a inversé, qui a dit je vais renverser ce que vous avez, voilà. Oui, mais en même temps, je veux dire, Cheikh Anta Diop, il faut se replacer dans le contexte historique de son temps. Quand est-ce qu'il disait ces choses-là? C'est pas aujourd'hui, c'est facile aujourd'hui à l'heure de l'Internet de parler de ces choses. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Le Cheikh, je veux dire, c'est clairement quelque part un précurseur de la lutte
et de la défense, je veux dire, des cultures africaines. Voilà un tout petit peu. Et d'ailleurs, quand tu lisais tout à l'heure le programme, j'ai vu que tu parlais de l'importance de la recherche. J'ai vu qu'il y avait une allocution du professeur Ibrahima Tchoub, un spécialiste un historien qui aime bien parler, je le dis, de l'école républicaine. C'est bon de le dire. Il dit qu'il doit toute sa réussite à agréable à écouter. Républicaine. Quand il est en verbe, le professeur Tchoub. Voilà, le professeur Tchoub, par exemple, c'est lui qui va faire une allocution. Voilà, on a civilisation du barbare, comme vous disiez tout à l'heure, exposé ici. Exactement. Ouais, le manuel, ouais. Donc je suis... je rappelle ça, c'est le directeur du musée Amadi Bokoum. Voilà, Amadi Bokoum lui aussi, connu dans le milieu de la science, je veux dire, des sciences sociales, historien de renommée, qui a travaillé beaucoup à l'IFAN, et donc qui dirige ce musée, qui a la lourde tâche de diriger ce musée. Ouais. C'est maintenant le tour de l'Afrique de se montrer. Nous nous montrons à travers des productions extraordinaires. Je rappelle que ce musée est un hommage rendu aux travaux de Cheikh Anta Diop. Et ce n'est pas par hasard que son fils Cheikh Mbacké est l'un des commissaires généraux qui s'occupe des antiquités dans ce musée avec un archéologue kényan du nord de Georges Ambungu. Voilà, aujourd'hui nous sommes fiers de dire que nous tenons le musée le plus illustratif de ce que l'Afrique a été dans le temps, ce que le noir a été et ce que nous sommes devenus. Vous savez, les pharaons, quand on parle de pharaons, on pense à l'Égypte pharaonique, l'Égypte antique, celle qui a hébergé finalement l'une des plus grandes civilisations du monde antique. Donc la première civilisation, civilisation de la momification même. Oui, la momification qui nous permet aujourd'hui de comprendre ce que... C'était les premières techniques de conservation. Oui, les premières techniques. Aujourd'hui, on est à l'ère de la cryogénisation. On peut te conserver dans le froid sur 1000 ans, on veut. Mais eux, déjà, ces Égyptiens-là, dont Cheikh Anta Diop et d'autres penseurs disent que ces premières civilisations étaient des civilisations noires. On peut revenir sur cette question de l'Égypte était-elle noire ou pas, mais je pense qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Les Cheikh Anta Diop et les autres, même les historiens de l'Antiquité, Hérodote, tous ces gens-là ont pensé, ont parlé plutôt du caractère noir de ces civilisations africaines, c'est négroïdes. Donc voilà un tout petit peu qu'on dénie un peu à l'Afrique sa contribution à l'histoire universelle. Je pense, c'est passer à côté de la véritable histoire. On va passer aux contributions africaines à la science et à la politique. On quitte un peu cette période des pierres taillées. Ouais, là, on a les images de drones de... Voilà, ça c'est un plan hyper large. Du musée. Avec ça, ce sont les moyens logistiques et techniques. Ce sont les moyens modernes de la RTS avec ces images de drones, imposants bâtiments du musée des civilisations noires. Et nous rentrons également toujours là-dedans avec le professeur Amadi Bokoum qui présente apparemment le personnel du musée. Directeur général du musée qui montre toujours ses explications au chef de l'État. Sur la sidérurgie, parce que c'est l'une des inventions les plus importantes de l'humanité. L'homme a eu à travailler le fer pendant très longtemps, mais c'était du fer météorique tombé du ciel, mais le fer de réduction, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que le fer se trouve toujours dans la nature à l'état d'oxyde. Donc du fer combiné à de l'oxygène. Il faut réussir à les séparer. Ce n'est pas très simple. Et les Africains ont inventé cet appareil formidable qu'on appelle le fourneau. Le fourneau de réduction. Ça fonctionne avec du lait, bien sûr, généralement d'ailleurs de la latérite chez nous, et du charbon de bois. Et c'était des fourneaux à tirage naturel. C'est-à-dire qu'ils ont la direction du vent, ils ferment le côté opposé, il y a un effet de cheminée. Cet effet de cheminée entraîne la fonction du charbon de bois et bien sûr apporte aussi la chaleur nécessaire à la réduction. Et le carbone va se combiner à l'oxygène.
pour le dégager et le fer va se déposer. C'est l'agriculture en phase soluble que les Africains ont pratiqué pratiquement jusqu'à la fin du siècle dernier. On a essayé donc d'expliquer tout ce processus pour montrer comment cela a pu se passer. Et on a eu la chance d'avoir des échantillons remarquables de production du fer en Afrique, notamment en Centrafrique avec notre collègue Étienne Zangato qui nous a apporté des échantillons des plus anciens de fer produits dans le monde. Chez Zangato, on peut peut-être dire sur ses recherches, sur les objets. Excellence, je pense que vous avez ici devant vous quelques témoins rares, exceptionnels des pratiques métallurgiques en Afrique. Là, qui remonte à 2400 avant Jésus-Christ. C'est l'un des exemples vraiment les plus anciens qu'on retrouve en ce moment en matière de recherche archéologique. Vous avez là, on a réussi effectivement en Centrafrique à mettre en évidence un atelier métallurgique, le site de Bouy, qu'on a fouillé et qu'on a fait effectivement des analyses complètes. En allant effectivement, en procédant à des analyses radiocarbone, enfin des datations radiocarbone, des datations sur des échantillons des outils, des datations sur des échantillons effectivement de scories. Vous avez là devant vous un outillage complet effectivement de cette pratique métallurgique, en passant par les marteaux, des petits outils de découpe et les plus anciens poinçons de l'Afrique en matière effectivement de technologie métallurgique. On a là un exemple typique d'un processus technique assez élaboré pour pouvoir réaliser ces deux outils qui sont en ce moment les plus anciens dans le monde. Oui, En quelle année 2400 avant Jésus-Christ. 1400. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter ces deux éléments. Bon, vous avez là-bas, là nous avons les fourneaux traditionnels. Dans les fourneaux, on réussit à atteindre la saturation de fusion. La fonte ensuite, la saturation matérielle avec tout ce que ça donne, une conséquence qui a permis à l'Europe de coloniser à peu près tout le monde. Et là, quand vous regardez la carte qu'on a essayé de présenter ici, c'est les grands centres de production du fer dans le monde, surtout en Afrique, qui est aujourd'hui presque un désert psychologique. Et ça pose de vraies questions. Ça, c'est la l'immigration. Voilà, donc, cher Maquet, ah bon, voilà, tu ne vas pas le cacher ce jour. De quel côté allons-nous alors? Bon, on doit aller vite, vas-y. Voilà, c'est toujours dans cette dynamique, Oumar, hein, d'explication, de présentation des objets et des œuvres au président Macky Sall, toujours au musée des civilisations noires. Et je pense que d'un moment à l'autre, hein, le chef de l'État et sa suite vont s'y diriger ici dans la salle du Grand Théâtre où vont se dérouler les allocutions. Oui, le chef de l'État et sa suite, je veux dire que
il a marqué un temps d'arrêt sur un fourneau traditionnel africain. C'est un peu la métallurgie du fer pour dire un tout petit peu que on connaissait, on avait déjà une maîtrise de certaines technologies. Parce qu'on nous a souvent reproché de n'avoir pas atteint même l'âge du fer, ce qui est totalement faux. On avait une maîtrise technologique qui nous a permis de faire des armes, mais clairement, cette maîtrise du travail des métaux était là. On l'a vu avec le fils du professeur Cheikh Diop, qui est le commissaire de cette exposition, qui était à côté du chef de l'État. Le fils du voilà, commissaire de l'exposition, le fils du professeur Cheikh Diop. Ce qu'on peut dire, the right man at the right place. Sur la grande durée. Voilà. Et donc, cette architecture continue ici, excusez-moi. Oui, oui, d'accord. Voilà, donc les places fortes, les villes, les monuments, les palais. Donc ça couvre l'ensemble du continent africain, aussi bien donc l'Afrique australe que l'Afrique de l'Ouest, que l'Afrique de l'Est, la vallée du Nil, et aussi se rendre compte que l'architecture africaine a été une source d'inspiration de l'architecture européenne, et notamment à travers l'architecture grecque. Alors un autre élément aussi qui me paraît extrêmement important pour la jeunesse, c'est de prendre conscience que les mathématiques également sont nées en Afrique, et c'est corrélatif juste à ce qui a été dit concernant l'ancienneté de l'homme sur le sol africain. Et là on a donc les tout débuts des mathématiques avec cet os dit d'Ishango, parce qu'il a été trouvé dans cet endroit donc au Congo, aux confins du Congo et de l'Ouganda. Voilà, et donc qui est aujourd'hui dans un musée en Belgique et qui date de environ 23 000 ans. Voilà. Alors toujours le début des mathématiques, donc ça c'est un petit clin d'œil, mais voilà, il y a des technologies aussi qui se sont propagées, qui ont suivi le courant des Grands Lacs et qu'on a à travers par exemple les harpons, donc la pêche, et l'origine du chiffre 1, parce que par exemple en égyptien ancien, l'unité, ça c'est un hiéroglyphe égyptien qui veut dire 1, c'est Wa. C'est ça là? Oui, voilà. Wa. Voilà. Qu'on retrouve dans certaines langues africaines. Wa. En quelle année on a découvert ça? Non, ça ce sont des hiéroglyphes, donc ça c'est Champollion qui a identifié ces hiéroglyphes-là. Oui, mais il y a... Alors ça existe depuis très longtemps, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans. Oui, c'est contemporain de la civilisation égyptienne. Voilà. Et je crois que ce terme Wa, l'unité, c'est aussi un mot wolof. Wa. Wa. Qui désigne l'unité. L'unité 1. Voilà. Bon, c'était juste... voilà. Et bon, donc, prendre conscience également qu'il y a tout un corpus de textes mathématiques qui couvrent l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre. C'est un corpus qui est considérable et qui est ignoré encore de la plupart des jeunes générations. Et c'est tout à fait intéressant de plonger un petit peu dans ces textes pour voir ce qu'ils représentent. Et vous retrouvez ici, par exemple, le théorème de Thalès. Mais on est 1000 ans avant Thalès. Voilà. Ouais. Là, vous avez un problème. Vous avez un problème de la surface du cercle. Du cercle, oui. Voilà. Et ici, calcul de la surface d'un rectangle. Voilà. Voilà. Et là, non, sur des papyrus. Sur des papyrus. Et ça date environ de 1850 avant Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Bon, on va très vite. La multiplication, donc, si vous voulez multiplier sans apprendre les tables de multiplication par 10, vous utilisez la multiplication égyptienne, il suffit de connaître la table de multiplication par 2. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la structure des documents égyptiens, il y a aussi le souci de prouver
hein, ce que l'on a obtenu. Voilà. Et là aussi, on retrouve des correspondances linguistiques assez intéressantes. Donc tout l'intérêt d'accéder directement au texte, parce que voilà. Ouais. Ici, donc, pour être rapide, l'étude des mathématiques s'est aussi poursuivie dans certains endroits en Afrique, notamment au nord du Nigeria. Et là, vous avez un mathématicien nigérian, mais qui utilise l'arabe, hein, pour résoudre des problèmes, notamment des problèmes de carré magique. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il introduit des notions qu'on connaît en mathématiques sous le terme de théorie des groupes, qui va être théorisée par le mathématicien français Évariste Galois, donc un siècle après, donc que ces notions aient été utilisées par donc ce mathématicien africain. Très rapidement, la médecine également. Donc il y a des analyses récentes qui ont été faites d'ailleurs par des laboratoires français sur les cosmétiques, et qui ont pu montrer l'ancienneté de la maîtrise de la chimie, hein, de la fabrication des cosmétiques, d'une part en Égypte et également en Grèce. Voilà. Et puis également l'utilisation de boissons dans lesquelles on s'est rendu compte qu'il y avait des principes antibiotiques, comme la tétracycline, voilà, dans certaines boissons qui étaient fabriquées à l'époque en Nubie de manière tardive. Voilà. D'accord. Donc la médecine, toujours. Donc cet art de la médecine, hein, s'est poursuivi en Afrique, et bien sûr, donc là vous avez, c'est la médecine du travail, hein, sur les chantiers égyptiens. Donc c'était pas des esclaves comme on le dit souvent, hein, c'était des ouvriers salariés, d'ailleurs qui avaient des congés payés, hein, et on notait aussi sur des papyrus le motif de leurs absences. Voilà. Et là vous avez une prothèse, hein, on fabriquait des prothèses pour ceux qui étaient... Et puis il y a l'aspect, bien sûr, de la vie de l'au-delà, avec la momification, hein, et qui supposait aussi une connaissance suffisamment précise de la médecine. Voilà. Voilà. Amadi. Oui, d'accord. Oui. Amadi, je te laisse le micro. On va continuer à la salle au-dessus. Voilà. Babacar. C'est surtout pour les jeunes. Après, on va faire un jeu qui est qui, pour permettre aux jeunes. D'accord, on va. On l'a vu, hein, c'est fabuleux ce qu'on vient de voir avec toujours le chef de l'État. Passionnant. Hein. Et tout à l'heure, c'était Cheikh Mbacké Diop, le fils du professeur Cheikh Anta Diop, qui est le commissaire de cette exposition. Donc, qui est certainement le père sera fier de son fils. Donc, on voit très bien on voit clairement qu'il est très au fait de l'égyptologie, une science que son père a eu à enseigner, à laquelle son père s'est intéressé, et je pense que c'est une référence en matière d'égyptologie. Donc, ce que je retiens, c'est, on a vu quelques images où il montrait la contribution de l'Afrique aux mathématiques. Pas seulement à partir de l'Égypte antique, mais même en Afrique centrale, il a montré des éléments qui sont tirés de l'Afrique centrale. Et donc, parce qu'on retient généralement que l'Égypte ancienne. Et donc, voilà, et des éléments aussi de médecine. Donc, pour montrer que l'Afrique connaît aussi les sciences. L'université Cheikh Anta Diop, université dont le parrain est un grand visionnaire, quelqu'un qui a pendant très longtemps parlé de l'antériorité des civilisations noires, et dans Nation nègre et culture, je le cite dans la préface, le professeur Cheikh Anta Diop écrit: l'essentiel pour le peuple
et de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain. Devant les agressions culturelles de toutes sortes, devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur, l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique. Fin de citation. Monsieur le recteur, merci beaucoup. Babacar Mbow. Le président donne les décorations de l'Ordre national du Lion. Chevalier dans l'Ordre national du Lion. Babacar Mbow. Étienne Sangato. Étienne Sangato. Avec Cheikh Mbacké Diop, la réalisation, voilà. Cheikh Mbacké Diop qui est en train ici d'être honoré par le président Macky Sall. Omar, c'est le président du comité scientifique. Ils sont décorés dans l'ordre national du Lion. Oui, je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est dans les ordres nationaux, donc de la République du Sénégal. Clairement pour service rendu à la nation. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que l'art ne nourrit pas son homme. C'est clair que ces gens-là, ce sont des personnes qui se sont investies énormément pour le rayonnement du Sénégal à travers la culture sénégalaise. Donc, et certainement que pour ce projet qui est celui donc du musée des civilisations, ce sont fondamentalement des gens qui ont participé à conduire ce projet à son terme, qui ont donc joué un rôle important. Comme disait tout à l'heure le professeur Thioub, que ce travail a été fait, même et bien fait, par cette équipe qui a conduit ce travail extrêmement colossal, qui a abouti. C'est la vie d'un professeur, donc exigeant, assez exigeant. Donc voilà, le président donc qui poursuit ses décorations. Malheureusement, on n'a pas leur nom sous les yeux, mais bon. On n'a pas un protocole. Mais ça, c'est clairement un asiatique, tout au moins un chinois, je pense. On l'avait annoncé au tout début. Donc, lui aussi reçoit un peu cette reconnaissance du Sénégal. Du Lion, donc, le chef de l'État. C'est terminé, donc c'est à peu près une quinzaine de récipiendaires qui ont déjà reçu leur médaille. Décoré dans l'ordre national du Lion par le président Macky Sall pour ce projet culturel aujourd'hui à l'état de réalité. Pour service rendu, ces gens-là à la nation. Et ici, il s'agit de service rendu à la culture. Ailleurs, il faudrait que chacun dans son domaine d'activité puisse rendre service à l'État. C'est comme ça qu'on va développer ce pays. Absolument. C'est l'intérieur national et culture du professeur Chante Diop, l'intériorité de la civilisation. On parlait de Alioune Diop. Alioune Diop, dont l'université de Bombay porte le nom. Parce que probablement il est de cette partie du Sénégal. La présence africaine a joué un rôle important aussi.
D'ailleurs, avant même les indépendances. Et ça a permis au mouvement de la négritude, ça a permis à des penseurs, ça a permis aux étudiants africains, à beaucoup de gens finalement, d'avoir droit à la parole. C'est ça, la culturation est très importante. Vous parlez, Omar, tout à l'heure de ces étudiants africains. Auparavant, on le disait tout à l'heure, c'était une période qui était extrêmement difficile de s'affirmer en tant que noir, avec tous ces slogans et ces images caricaturales, avec ce sourire et Banania qui était collé au mur de France, on le rappelle, et que Senghor disait j'effacerai le sourire Banania sur tous les murs de France. Voilà. Tout à fait, qui a pendant très longtemps été mis sur des pots de chocolat. Donc de chocolat. Pour railler un petit peu. Bon, pour railler un tout petit peu, mais d'abord, c'est vrai que nous étions les seuls producteurs de cacao de cette période. Et juste pour vous dire que la Faïenf avait joué un rôle assez impressionnant, la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France. Chaque génération doit finalement jouer son rôle. Aujourd'hui, les étudiants qui sont en France, ils se battent pour des droits d'inscription qui ont été multipliés par, je crois, 16 ou quelque chose comme ça. Ça, c'est les problématiques d'aujourd'hui. Les étudiants des années, je veux dire, de la 30, 40, 50, en Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Donc, cette fédération-là, elle menait d'autres combats. C'était le combat d'abord pour l'égalité de droits, simplement pour l'affirmation de la culture noire, Parce que le grand problème que les Occidentaux ils ont essayé un peu de hiérarchiser et de classer les civilisations et les cultures. Non, ils ne peuvent pas comparer. Exactement. Et on a poussé la folie jusqu'au bout, jusqu'à lorsque, on a parlé de civilisation aryenne qui serait avec Hitler, un tout petit peu, avec le national-socialisme. Donc cette culture qui serait au-dessus de toutes les autres. On parle de race des messieurs. Herrenmenschen. Et ils sont allés jusqu'à dire qu'il y avait des sous-hommes, Untermenschen, donc une catégorie qu'il fallait balayer de la terre. Donc, avant de la balayer de la terre, il fallait d'abord l'exploiter jusqu'à la limite du possible. Donc voilà un tout petit peu comment il faut percevoir les choses. Normalement, ce musée, c'est une place centrale. C'est un manuel de Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, celui-là, il coûte combien? Le chef de l'État qui est comme dans une bibliothèque. Et pour moi, ça, c'est réconfortant dans un monde aujourd'hui où la croissance de l'Internet, avec le livre physique qui est là, moi, ça me réconforte de voir ce livre physique. C'est de plus en plus Nous difficile. qui sommes adeptes de la lecture aujourd'hui. Oui, c'est de plus en plus difficile de voir les gens se promener avec des livres physiques. Parce qu'auparavant, moi je pense que c'est toujours bon. Il y avait toujours un livre de poche. Absolument, il y avait des livres de poche, il y avait des livres plus grands avec lesquels on ne se déplaçait pas, mais les livres de poche, on pouvait se déplacer avec. Je pense donc que là, le président va certainement prendre un lot d'ouvrages. Ça aussi oui, parce que l'enquête je vais donner aussi un cadeau attendez, on va acheter ça. Ça là, la connaissance et le savoir qui se trouvent dans ces livres-là, je pense que les gens doivent retourner à ça. La connaissance et à écrire, ou à défaut de pouvoir écrire, au moins de lire. Pouvoir lire plutôt que de... Oui, aujourd'hui on lit sur l'internet et on s'invective aussi sur l'internet. Alors que et je pense que l'excitation peut être on gagne toujours à lire. Il y a des gens qui étrangent ces livres de Cheikh Anta Diop dont le dernier peut-être date d'il y a 30 ans. Le chef de l'État qui sort comme ça, très enthousiaste, très ravi de cette journée remplie
aujourd'hui de joie avec cette inauguration de ce musée des civilisations noires que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, va quitter voilà, sous les ovations du public qui était venu ce matin très tôt se masser vers les abords du Grand Théâtre, mais également du musée des civilisations noires. Le président Macky Sall qui prend congé donc de ce public. Oui, c'est pour ces populations finalement que le musée a été construit. Donc ce musée, je le rappelle, il sera ce que nous en ferons. Absolument. Voilà. Maintenant, construire un musée, c'est la traduction d'une volonté politique ou d'un choix. La limousine présidentielle, Omar qui s'ébranle et voilà, qui quitte au lieu de la culture. C'était une tournée, je veux dire, très très culturelle aujourd'hui. Voilà, une journée très voilà, Omar, en conclusion, que peut-on retenir avant de rendre l'antenne à Dakar, le studio? Avant de rendre l'antenne au Triangle Sud, dire que c'est un événement qui n'est pas mineur. Hein. C'est quand même un musée des civilisations. La gestation a été très longue, c'est 52 ans de gestation. Aujourd'hui, on a enfin ce musée qui avait été souhaité, rêvé, comme on dit, par les prédécesseurs de l'actuel président. Et c'est sous le magistère de cet actuel, du président Sall, que finalement le musée a été livré.